Bonjour à tous. Bonjour, on va peut-être attendre Ouais, parce qu'il y une ou a deux encore... minutes, ouais, le temps que les personnes se connectent. On va dire qu'on a atteint la centaine, donc on va peut-être pouvoir commencer. Alors d'abord, alors je sais que normalement on a un petit peu passé un peu le passé de délai, mais je vais quand même m'affranchir de cette règle et vous souhaiter à tous une excellente année et merci surtout de nous rejoindre pour ce webinaire qui est dans le cadre d'un cycle en fait qu'on a souhaité faire autour de grands concepts, soit de l'économie circulaire, soit qui tournent autour de l'économie circulaire, avec à chaque fois la volonté de réexpliquer, recadrer le sujet, donner aussi des bases juridiques solides pour qu'on parle tous sur les mêmes bases. Donc le premier qu'on avait monté était avant les vacances de Noël autour de la responsabilité élargie du producteur. Là, on s'est dit qu'il y avait quand même un sujet assez prégnant autour de la commande publique et donc on a souhaité travailler plus ce sujet avec l'axe du mieux-disant, en particulier sous l'angle économie circulaire. Donc toujours dans cette même logique, hein, c'est pour ça que vous nous accompagnez aujourd'hui Julie Boulet pour la direction des achats de l'État, Hortense Mourier pour la métropole du Grand Paris, Laurent Bidot qui est avocat et Marlene Weber qui est notre experte au sein de l'Institut national de l'économie circulaire pour traiter de ces questions. Alors évidemment, on va pas vider aujourd'hui le sujet de la commande publique et de l'économie circulaire. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver à d'autres reprises pour en parler. Alors je pense en particulier quand sortira le décret d'application sur l'article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, par exemple, hein, qui va avoir pas mal d'impact. Il y a aussi un sujet qui est assez intéressant à traiter autour de la clause de restriction géographique. Voilà, donc c'est le début de longs échanges là-dessus qu'on espère le plus intéressant possible. En tout cas, merci encore d'être parmi nous et je vais céder la parole à Marlene Weber qui va présenter un peu le cadrage global du sujet. Merci à vous. Oui, merci Emmanuel. Alors, effectivement, on a lancé ce cycle. Je vais vous présenter très rapidement l'Institut, qui est donc un think tank, do tank, composé d'environ 200 membres qui sont des entreprises, des fédérations, des collectivités, des associations et universités. Et on travaille autour d'enjeux transversaux et ou sectoriels, donc pour faire émerger la connaissance autour de l'économie circulaire et accélérer son développement. Donc, on travaille donc autour de groupes de travail, de publications. Donc, on peut retrouver la plupart sur le site internet, donc plus de 45 publications. Et puis, on organise un certain nombre effectivement d'échanges, de webinaires, de rendez-vous, ainsi que des programmes plus opérationnels, dont un dont on va vous parler un petit peu plus tard. Ensuite, si tu passes à la slide suivante, voilà, on a
un certain nombre de nos dernières publications que vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet pour décrypter la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été adoptée le 10 février dernier. Alors, pour ce qui est du programme, je vais d'abord commencer par, je crois qu'il est indiqué juste après, un état des lieux un petit peu général de la commande publique au service de l'économie circulaire. Puis je laisserai la parole à maître Laurent Bidot, qui est avocat, fondateur et associé chez Novelo Avocat, qui va présenter un peu plus spécifiquement le cadre juridique du mieux-disant. Donc, on va un peu expliquer ce que c'est. Ensuite, Julie Boulet, chef de projet achat responsable, va présenter les pratiques d'achat circulaire de la direction des achats de l'État et la politique d'achat de l'État en matière d'économie circulaire. Puis Hortense Mourier de la métropole du Grand Paris, qui est donc chef de service développement économique durable, va présenter un peu la politique d'achat circulaire et la politique en matière d'économie circulaire de manière plus générale de la métropole. Et puis on aura aussi le temps d'échanger rapidement voilà, et de prendre quelques questions. On essaye que ce format soit assez pédagogique et interactif et que ce ne soit pas trop sous forme de cours magistral. Et donc, le format est assez court. Donc, c'est sous type after work. Donc, on n'a pas de boisson à partager avec vous. Mais voilà, c'est sous ce format-là pour appréhender un enjeu et voilà, soulever les questions, mais pas forcément y répondre de manière exhaustive pour pas que ce soit voilà, trop long. C'est pas un colloque, voilà, c'est un webinaire de forme courte. Donc, pour commencer, pourquoi intégrer l'économie circulaire dans les achats? Les achats, déjà, représentent un des principaux leviers de la transition écologique. Donc, au-delà déjà du rôle exemplaire auquel les pouvoirs publics sont engagés, c'est un levier économique gigantesque. Pour rappel, la commande publique représente 10% du PIB, donc environ 200 milliards d'euros. Et ces 10% peuvent être mobilisés pour amplifier la demande de produits et de services circulaires et par là développer l'offre de produits et de services circulaires. Les volumes d'affaires engagés représentant un signal fort envoyé aux fournisseurs en vue de faire évoluer leurs pratiques. On constate donc une certaine volonté publique, on peut voir juste après, d'intégrer l'économie circulaire à la commande publique. Donc, on a de nombreux textes. Si tu passes à la slide suivante, des textes français et européens qui pointent le rôle primordial, le rôle clé, le levier incontournable de la commande publique dans le développement de l'économie circulaire. Donc, on a le paquet économie circulaire européen, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la feuille de route économie circulaire, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On parlera un peu après des nouvelles évolutions en la matière. Donc, on a notamment le plan national d'action pour les achats publics durables de 2014 à 2020 qui avait fixé un objectif de 30% des marchés publics qui comprennent une clause environnementale à l'horizon 2020. Donc, en comparaison, selon l'Observatoire économique de l'achat public des ministères de l'économie et des finances, on a estimé que 13,6% des marchés contenaient une clause environnementale. Donc, on en est encore assez loin. Et ce plan étant arrivé à échéance, le nouveau est donc prévu pour cette année. Et Thomas Le Sueur, commissaire général du Commissariat général au développement durable, qui est partie prenante sur ce plan, a annoncé la mise en avant de l'économie circulaire dans ce plan national d'action pour les achats publics durables. Donc, ce sera un élément clé du plan d'achat public durable. Donc, comment prendre en compte l'économie circulaire dans la commande publique sur la slide d'après. Donc, je vais introduire rapidement ces notions, mais ça vous sera explicité par les prochains intervenants. Schématiquement, depuis la directive européenne sur les marchés publics de 2014, les possibilités de prise en compte des enjeux d'économie circulaire dans la commande publique sont bien plus étendues qu'auparavant et bien plus étendues aussi que certains acteurs ne le croient.
Schématiquement, la prise en compte de l'économie circulaire peut se faire dans la juste définition du besoin de l'acheteur public, de la personne publique. Quand ils définissent leurs besoins, ils doivent et ils peuvent prendre en compte les objectifs de développement durable de l'ONU, dont la promotion de l'économie circulaire. Il peut définir les caractéristiques du marché par référence à des normes, à des performances ou des exigences fonctionnelles. Donc, on pense par exemple à la durée de vie, à la disponibilité des pièces détachées, par exemple. Ils peuvent faire appel à des labels, des labels également durables, dont on pourra parler aussi un peu plus tard. Ils peuvent faire appel au sourcing, dont Julie vous parlera un petit peu qui consiste à faire des échanges préalables avec les fournisseurs, avec l'offre qui existe sur le marché pour savoir ce qui existe. Et si cette offre n'existe pas, la possibilité aussi d'établir des partenariats d'innovation en vue de développer des produits et ensuite de s'en approvisionner. Et en ce qui concerne l'attribution du marché, l'acheteur a plusieurs options, mais en réalité, donc, il peut prendre uniquement en compte le prix, mais cette possibilité est très très limitée aujourd'hui. C'est plutôt le coût global du produit dont il doit prendre en compte, qui prend donc aussi en considération les coûts de maintenance, d'entretien, de fin de vie du produit. Et donc, ce coût global se rapproche plus de l'économie circulaire et peut être aussi calculé selon le coût du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des coûts tout au long de la vie d'un produit ou d'un service, de l'extraction des matières à leur élimination. Donc, non seulement le prix économique à l'achat, mais bien au-delà, le coût environnemental et de son extraction à son élimination. Et donc, voilà, pour introduire un petit peu, l'acheteur peut évaluer l'offre en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, et c'est aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Monsieur Vito va approfondir cette notion en prenant en compte aussi des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et sociaux, parallèlement au prix, notamment le bien-être animal, les performances en matière de protection de l'environnement, la biodiversité, sont cités dans le décret de 2016 qui a été transposé dans le Code de la commande publique. Voilà pourquoi de manière très schématique. Je vais vous expliquer aussi, c'était un peu pour introduire sur le fait qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent, on rentrera dans le détail, mais il y a encore bien sûr et malheureusement des freins identifiés au développement de cette commande publique circulaire. Et heureusement, donc, des leviers qui sont également identifiés sur la slide d'après. Lié d'abord au manque de reconnaissance du rôle des acheteurs. Donc, il est nécessaire de reconnaître ce rôle stratégique des acheteurs qui est aujourd'hui sous-estimé. Ce n'est pas une fonction support annexe, mais vraiment une fonction centrale dans l'organisation. Un frein lié au manque de formation. Donc, on a peu d'acculturation et d'appropriation des critères d'économie circulaire offerts par le Code de la commande publique dans le choix du mieux-disant. Donc, il faut former davantage les acheteurs, les accompagner avec des guides, notamment, dont on parlera. Des freins liés à la coopération publique-privée et donc une connaissance aussi insuffisante de l'offre disponible sur les territoires qui peut être palliée par une généralisation du sourcing, d'engagement réciproque aussi, type Green Deal, pour pallier la difficulté de promouvoir l'innovation via la commande publique. Et enfin, donc aussi lié à la difficulté d'évaluation des critères d'économie circulaire, c'est toujours un gros sujet. Et les données sont la plupart du temps issues du fournisseur, et donc il n'y a pas de réel référentiel commun, multicritère ou de label économie circulaire valable pour tous les produits. Donc, il faudrait développer ces critères-là ou l'évaluation du coût du cycle de vie par type de produit. Pour information, aujourd'hui, la seule méthode harmonisée du coût du cycle de vie au niveau européen concerne les véhicules de transport routier. Donc, c'est encore assez limité, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il est nécessaire aussi de rendre visible et de référencer les bonnes pratiques, comme ce qu'on fait avec le programme achat dont on va vous parler juste après, et aussi par le biais de plateformes Internet également. Un petit point d'actualité ensuite, sur la slide suivante, on a des dispositions dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en faveur d'une commande publique circulaire. Donc, Emmanuelle Ledoux, notre directrice, nous parlait
d'un décret qui devrait sortir. Alors, on l'attend d'ici demain ou après-demain, par rapport à l'application d'une disposition de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est que les acheteurs publics doivent privilégier les biens issus du réemploi, de la réutilisation ou des produits qui intègrent des matières recyclées dans des proportions qui vont de 20 à 100% selon les types de produits. Donc, ça peut être assez ambitieux. Aujourd'hui, on parle de bâtiments modulaires préfabriqués, du mobilier urbain, mais également des vêtements, des emballages, des photocopieurs, des cartouches, des téléphones, des fournitures de bureau. Donc, c'était des éléments qui étaient dans l'avant-projet, mais tout ça est à confirmer avec voilà, la publication du décret. Les personnes publiques peuvent aussi, donc c'est un petit peu annexe, mais recourir aux dons. Dons de construction temporaire et démontable. Les collectivités peuvent céder leur matériel informatique sous certaines conditions, également les biens de scénographie. Et puis, les achats publics devront porter sur des pneumatiques rechappés ou sur des constructions temporaires, sauf exception. Alors, un autre point un petit peu plus prospectif avant de passer la parole à aux autres intervenants. Sur la slide suivante, on a aussi tout ce qui est évolution à venir. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler de la Convention citoyenne pour le climat avec les 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour faire des propositions en matière de politique climatique. Cette convention a proposé notamment d'instaurer une obligation de choisir l'offre écologiquement la plus avantageuse ou encore d'avoir des clauses environnementales obligatoires dans les marchés publics. Pour ce qu'on sait aujourd'hui de l'avant-projet de loi climat, donc le projet de loi sera présenté le 10 février en Conseil des ministres. On a une obligation pour les acheteurs publics de prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures. Donc, c'est un peu plus limitatif. Ça aura vocation à évoluer, mais en tout cas, il y aura certainement des dispositions qui vont dans le sens de la prise en compte de l'économie circulaire, du développement durable de manière plus générale dans la commande publique. On a également un plan d'action économie circulaire européen qui a été adopté en avril dernier, et la Commission européenne y annonçait qu'elle proposerait courant 2021 des critères et des objectifs minimums obligatoires pour les marchés publics écologiques. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, qu'elle soutiendrait le renforcement des formations et la diffusion de bonnes pratiques. Ça, c'est assez flou pour l'instant, mais bon, c'est des annonces qui vont dans le bon sens. On a également un plan de relance qui a été annoncé à hauteur de 100 milliards d'euros, dont 30% qui est consacré à la transition écologique ou encore donc, au verdissement de l'économie, selon les mots du gouvernement, donc soit 30 milliards annoncés sur la période 2020-2022. Et donc, au-delà de ce montant adressé au verdissement de l'économie, et donc pour nous qui recoupe beaucoup les enjeux d'économie circulaire, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre focus là-dessus. On a les deux autres piliers que sont la compétitivité, la relocalisation industrielle et la cohésion sociale et territoriale qui vont tout à fait aussi dans le sens de l'économie circulaire. Et donc, il faut que la commande publique suive ce mouvement aussi de manière structurelle pour favoriser ce développement de cette économie circulaire. Donc, sur le volet de l'accompagnement des acheteurs, je vais terminer en annonçant aussi ce qui vous sera présenté sur le programme Achat économie circulaire et solidaire qui a été lancé avec la métropole du Grand Paris, l'Observatoire des achats responsables et l'Institut, ainsi que les canaux qui nous ont rejoints sur l'aspect économie sociale et solidaire cette année. Donc, on a lancé la 2e édition hier. Ce sont des acteurs publics et privés qui s'engagent à intégrer l'économie circulaire dans leurs achats, dans leurs procédures d'achat, et en contrepartie, ils bénéficient d'un cadre d'accompagnement gratuit, d'un réseau de retour d'expérience, de bonnes pratiques et d'un accompagnement sur leurs projets. Voilà, donc ça vous sera présenté par Hortense, mais vous pouvez retrouver également sur notre site, et on vous enverra le guide
de l'achat circulaire en 10 étapes. Voilà, 10 étapes pour intégrer l'économie circulaire dans ses achats avec beaucoup de retours d'expérience en la matière. Voilà pour ce panorama assez général à la fois sur l'actualité et sur la commande publique circulaire et ses enjeux. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Laurent Bidault qui va nous présenter un peu plus spécifiquement le cadre juridique du mieux disant. Ouais. Bonjour à tous, merci Marline. Alors, oui, on va voir ici le cadre juridique du mieux disant. Vraiment les notions juridiques, ce qu'on entend à la fois dans le mieux disant, adapté à l'économie circulaire, et les critères, la précision du besoin qui peut être utilisé pour sélectionner une offre qui serait adéquate aux objectifs poursuivis par l'économie circulaire. Alors, d'un point de vue juridique, la définition du mieux disant, je pense qu'on peut avancer dans la slide, voilà, merci beaucoup. Le mieux disant, ce n'est pas une notion qui est définie en tant que telle dans le Code de la commande publique, elle se rapporte en fait généralement à la notion d'offre économiquement la plus avantageuse. Mais c'est une notion qui se veut elle-même plutôt restrictive, puisque finalement on se fonde avant tout sur une approche économique des choses. Cette offre économiquement la plus avantageuse, elle vient des dispositions du Code de la commande publique où il est fait obligation aux acheteurs publics d'attribuer le marché aux soumissionnaires ou à plusieurs soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Et c'est là où finalement l'inclusion de l'économie circulaire va être importante, c'est au niveau notamment de ces critères-là, puisque on le verra plus en détail par la suite, ces critères, c'est à la fois, il y a deux hypothèses. Il y a soit un critère unique qui va être le prix ou le coût global, et on verra que le coût global est en soi un critère favorable à l'inclusion de l'économie circulaire, ou le prix coût global et d'autres critères techniques, qualitatifs, voire environnementaux. Et là-dessus, l'acheteur est libre de choisir entre soit un critère unique, forcément le prix, soit plusieurs critères comprenant le prix et des critères techniques. Et du coup, ce qui se distingue un peu de l'approche du mieux disant par rapport à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est que l'achat ne va plus être appréhendé par la seule notion de prix, mais par un coût global, par l'intégration de l'ensemble des coûts. Et quand on parle de l'ensemble des coûts, on parle naturellement du coût du cycle de vie des produits. Et donc forcément, on intègre dans son achat une dimension plus vertueuse sur toute la durée, puisque on va le voir aussi par la suite, la définition juridique, ce qui est entendu par le Code de la commande publique comme cycle de vie, c'est un achat qui intègre l'ensemble des étapes de la création, de la fabrication, de la production d'un bien, jusqu'à sa destruction, voire son réemploi. Alors, il y a une étape qui est indispensable qui est nécessaire pour quelque part sélectionner une offre la mieux disante ou économiquement la plus avantageuse, c'est la définition du besoin. Alors, je vous laisse peut-être avancer le slide. Merci beaucoup. Alors, la définition du besoin, c'est quelque part l'étape qui va permettre de définir ce que va contenir le marché, la nature et l'étendue des prestations qui sont attendues dans le marché, mais aussi tout ce qui va être objectif en matière de développement durable, à la fois dans leur dimension économique, sociale et environnementale. La définition du besoin, elle est obligatoire et elle est essentielle puisqu'elle va permettre à l'acheteur d'avoir des offres déjà, d'avoir des entreprises qui répondent et qui fournissent une offre et in fine de sélectionner une offre qui répond le mieux à son besoin, qui est en adéquation avec ce qu'il attend. Le besoin, il doit être précisé dans les documents du marché. Il doit être fait référence à des spécifications techniques qui doivent être toujours liées et proportionnées à l'objet du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une spécification technique qui ne serait pas directement liée à l'objet du marché.
si on cite par exemple un exemple de la jurisprudence, on a été sanctionné par le juge administratif, par exemple, un critère ou une spécification technique qui était attendue en termes de politique RSE. Et le critère, la spécification était aussi vague que tel que je l'énonce, c'est-à-dire quelle est la politique RSE de l'entreprise, sans aucune précision et lien avec le marché. Ce qui est important aussi, c'est cette définition du besoin, elle va se faire par rapport à des normes, des labels, notamment des écolabels ou équivalents. On va prendre en compte le cycle de vie du produit, c'est là où ça va être intéressant dans une démarche d'économie circulaire. L'acheteur a aussi la possibilité d'avoir référence à des marques, des brevets, des procédés de fabrication déterminés, sauf, et c'est toujours la limite, il faut toujours avoir être très vigilant là-dessus dans la définition du besoin, dans les documents, dans les spécifications techniques qui sont choisies. On ne doit pas avoir et cela ne doit pas pour effet de porter atteinte, de créer une distorsion de concurrence, de discriminer, c'est-à-dire de favoriser un candidat plus qu'un autre. Typiquement, un acheteur ne peut pas se référencer expressément à une marque s'il y a un risque que ça crée une distorsion, c'est-à-dire qu'une seule entreprise seulement serait en mesure de proposer des caractéristiques équivalentes à cette marque. Alors, pourquoi on parle du besoin? Parce que la définition du besoin, c'est par rapport à la fois à la définition de ce besoin, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue en intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales, c'est cette définition du besoin qui va conduire l'acheteur public à définir les critères de sélection des offres, puisque c'est sur la base de ces critères qu'il va apprécier une offre qui les offre, le ou les offres qui répondent le mieux à son besoin. Alors, pour définir le besoin, mais je n'empiéterai pas sur l'intervention de la direction des achats de l'État. Il y a différentes méthodes, le sourcing, tout ce qui est benchmarking, tout ce qui est étude, tout ce qui est recours à des AMO, mais on verra ça dans un second temps avec la direction des achats de l'État. Toujours sur cette définition du besoin, il est important de faire un petit focus sur les labels et plus précisément les écolabels, puisque on va retrouver est-ce que c'est possible s'il vous plaît, de avancer le slide? Merci beaucoup. Petit focus un peu sur les labels, puisque aujourd'hui on trouve un certain nombre de labels dans tout ce qui est économie circulaire, dans tout ce qui est plus largement développement durable, les labels relatifs à la haute performance énergétique ou liés au commerce équitable. Donc, petit focus sur ce point-là, l'acheteur public peut utiliser des labels qui sont définis comme des documents, des certificats, des attestations qui vont prouver que l'ouvrage, les produits, les services remplissent certaines caractéristiques. Ces labels, pour pouvoir être mentionnés comme tels dans les documents de la consultation d'un marché, pour pouvoir être utilisés pour définir le besoin, ils doivent remplir un certain nombre de conditions et notamment, ils doivent reposer sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires. Et les conditions d'obtention de ce label doivent être fixées par un tiers, étant entendu qu'il ne doit pas y avoir notamment un quelconque conflit d'intérêt entre l'acheteur et l'organisme qui délivrerait ce label, puisque, vous l'aurez compris, on aura ici une distorsion de concurrence. Et ce label, il peut être choisi par l'acheteur, donc il peut y avoir un intérêt à l'acheteur pour définir un besoin intégrant les enjeux de l'économie circulaire, les enjeux plus larges du développement durable. L'intérêt de se référer à un tel label, c'est que la circonstance que les candidats disposent de ce label laisse tout moins clairement penser qu'ils répondent aux caractéristiques attendues. Et c'est pour cette raison que le label doit être bien en lien avec l'objet du marché et il doit permettre de définir les prestations attendues. C'est-à-dire, en tant qu'acheteur public, je recherche
des produits qui sont issus du commerce équitable. Je vais donc exiger ou du moins attendre des candidats qu'ils aient ce label lié au commerce équitable. C'est le label qui sert à définir les prestations que j'attends, et les candidats qui disposent de ce label, c'est quelque part un signal pour l'acheteur que les candidats répondent bien aux caractéristiques qui sont attendues. Petit point quand même, le label, l'acheteur public doit bien mentionner qu'il attend un label précis ou équivalent. C'est-à-dire qu'un candidat peut très bien ne pas avoir spécifiquement le label attendu, mais avoir un label similaire, un label concurrent, qui remplirait les mêmes caractéristiques. C'est très important puisque finalement, c'est par exemple, la précision, par la définition du besoin par rapport à un écolabel que l'acheteur public va pouvoir recevoir des offres qui répondent à son besoin, notamment dans cette démarche d'économie circulaire et plus largement de développement durable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a défini le besoin, une fois que l'acheteur a défini son besoin, cette définition du besoin et des caractéristiques de son marché, c'est l'étape essentielle pour définir ensuite les critères de sélection des offres, c'est-à-dire les critères sur la base desquels il va sélectionner des offres qui correspondent justement à ce besoin. J'en viens donc au choix des critères, qui est l'étape très importante dans cette démarche. Est-ce que vous pourriez avancer la slide, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, le Code de la commande publique permet deux hypothèses. L'acheteur est libre de choisir entre soit un critère unique, le prix ou le coût, voilà. Soit il peut choisir s'appuyer sur une multitude de critères, c'est-à-dire le prix ou le coût, et des critères, on va dire, techniques, qui concernent plus précisément les caractéristiques techniques, les caractéristiques qualitatives du produit commandé, les délais ou encore des exigences en termes de délai. Avant de revenir sur ces sur ces deux aspects, il faut préciser que le choix des critères est strictement encadré par le Code de la commande publique. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder à l'esprit, et je citerai en fin de mon intervention quelques exemples, il faut toujours garder à l'esprit que les critères ils doivent être objectifs, suffisamment précis pour qu'ils ne confèrent pas une liberté de choix illimitée à l'acheteur public. Ils doivent être, les critères en plus, intelligibles, c'est-à-dire ils doivent être compris. C'est-à-dire si un critère technique, il est attendu un critère technique concernant des matériaux biosourcés, le cahier des charges doit préciser ce qui est attendu des candidats dans leur offre en matière de matériaux biosourcés. Les critères, ils doivent être liés à l'objet du marché. Si je reprends par exemple l'exemple de tout à l'heure sur un critère qui était attendu de la part des candidats, qui était un critère concernant leur politique RSE, sachant que l'objet du marché était la mise en œuvre, enfin l'accompagnement dans la mise en œuvre d'une collectivité territoriale dans sa politique d'achat durable, le juge administratif a considéré qu'un critère qui portait simplement sur la politique RSE en général de l'entreprise n'était pas un critère suffisamment précis et lié à l'objet du marché. Il aurait fallu que ce soit précisément l'activité de l'entreprise, l'activité des entreprises soumissionnaires qui soit concernée par la politique RSE et non l'ensemble de l'entreprise. Le critère, il doit également soit être donc lié à l'objet du marché, soit aux conditions d'exécution. On reviendra sur ce qu'on entend par conditions d'exécution. Voilà. Donc ces conditions d'exécution, petite intermède, elles sont généralement précisées dans les clauses du marché, elles sont liées à l'objet du marché, et le Code de la commande publique prévoit que ces conditions d'exécution, elles doivent notamment être liées à des considérations
type environnement ou domaine social. Ce qui est important aussi, et c'est là où on rejoint parfaitement le sujet de l'économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, dans les conditions d'exécution du marché, et cela après transparaît dans les critères, on prend en compte le cycle de vie. Et le cycle de vie, il est défini par le Code de la commande publique, donc il est précisément défini par le Code, ce n'est pas une notion abstraite. Alors, ce que prévoit déjà le Code, c'est que les conditions d'exécution du contrat peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation, typiquement par exemple le réemploi de certaines matières, ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie du produit, mais également par exemple des travaux, si c'est le réemploi de matières dans le cadre de travaux. Donc ici, on va vraiment dans une logique de l'économie circulaire, puisque le cycle de vie, si on en revient à la définition qui a été donnée tout à l'heure par Marlene, c'est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes. Donc ça va de la recherche et développement jusqu'à la maintenance, production, commercialisation, conditions de commercialisation, transport, tout au long de la vie du produit, depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à l'élimination, la remise en état ou la fin de l'utilisation. Donc cette notion de cycle de vie, elle peut être prise en compte à la fois dans la définition du besoin, mais également dans les critères de sélection du marché. Et on verra notamment tout à l'heure comment ça peut se traduire dans les critères. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut bien noter, c'est que quand l'acheteur entend se fonder sur le cycle de vie d'un produit, quand il souhaite que le cycle de vie soit notamment un de ses critères d'appréciation, il doit obligatoirement communiquer au candidat les données qu'il attend pour évaluer justement ce cycle de vie et la méthode qu'il va utiliser pour apprécier le cycle de vie. D'une certaine façon, en fait, l'acheteur public va évaluer et même monétiser, j'ai envie de dire, l'impact et les externalités environnementales qui sont liées au produit qu'il va acheter. D'où la nécessité à la fois, puisque c'est un critère de sélection, une caractéristique, une spécification du marché, d'où l'obligation pour l'acheteur public de bien communiquer à la fois les données qu'il attend pour évaluer le cycle de vie, mais aussi sa méthode d'appréciation du cycle de vie. Et ici, on est, via le cycle de vie, mais ça a été dit précédemment, via cette approche en termes de cycle de vie, on est typiquement dans la mise en œuvre d'un achat vertueux sur toute la durée du produit. Alors, quels critères utiliser dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire? Alors, on peut avancer. Merci beaucoup. Donc, comment ça se traduit dans les critères de sélection du mieux disant ou de l'offre économiquement la plus avantageuse? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a soit un critère unique, soit une pluralité de critères. Et déjà, ce choix va être décisif dans une démarche d'achat circulaire, puisque forcément, on va le voir tout de suite, si on se concentre uniquement sur le critère prix, il est difficile d'intégrer dans le critère prix de tels enjeux. Alors, tout de suite, ce critère prix, justement, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Pardon. Hop. Excusez-moi. Alors, sur ce critère, donc, on l'a vu, il y a deux choix. C'est soit un critère unique, le prix, soit une multitude de critères. Et parmi ce critère unique, on entend ou le prix ou le coût. Alors, le prix, il est de toute façon pas adapté à un achat qui intégrera une dimension environnementale ou une dimension liée à l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que le recours à un critère unique prix, il est autorisé uniquement si le marché va porter sur des services et des fournitures standardisés dont la qualité va être insusceptible de varier d'un opérateur économique à l'autre. Alors typiquement, ça peut être, on peut citer des fournitures de bureaux. Typiquement, l'exemple des stylos, sauf si on intègre bien sûr une dimension de matériaux recyclés dans les stylos, mais
Si on est dans une dimension standard d'achat de fournitures de bureau, alors le critère unique peut être le prix. Et puisqu'on est dans un achat standardisé, commun à tous les opérateurs économiques, il est difficile d'intégrer une dimension environnementale, une dimension d'économie circulaire dans des produits qui sont standardisés, puisque par définition, intégrer aujourd'hui des logiques de réemploi de matériaux recyclés, on s'écarte en tout cas pour l'instant, on s'écarte de ce qui peut se faire de façon standard. Et une alternative qui consiste à prendre comme critère unique le coût. Le coût, c'est-à-dire, ça permet de prendre à la fois le coût initial d'acquisition du produit, c'est-à-dire finalement le prix d'achat du produit, mais également le coût engendré par le cycle de vie du produit. Et là, on en revient à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un critère unique, à la fois prendre en compte le prix d'acquisition d'un produit, mais également on va pouvoir monétiser toutes les étapes de vie du produit. Et là-dessus, on va pouvoir intégrer dans l'achat l'ensemble des coûts externes qui sont liés aux impacts environnementaux et sociaux, d'ailleurs, liés à la fabrication du produit, des travaux ou même à la fourniture d'un service. Donc ici, avec ce critère coût, le choix du mieux-disant, il est favorisé, enfin le choix du mieux-disant au regard de l'économie circulaire, il est favorisé, puisqu'on va pouvoir intégrer il va être plus opportun au regard du critère coût global d'intégrer des prestations qui sont plus durables et de meilleure qualité. Alors, outre le critère prix, on a donc d'un côté prix-coût et de l'autre, on a une pluralité de critères, c'est-à-dire le prix / coût plus d'autres critères, c'est-à-dire une pluralité de critères qui intègrent nécessairement, obligatoirement le prix ou le coût, j'insiste là-dessus, et certains ou tous les critères suivants. Donc on retrouve, on en a parlé tout à l'heure, des critères qualitatifs qui s'entendent comme la valeur technique ou la valeur fonctionnelle d'un bien, la valeur esthétique, les conditions de production, les conditions de commercialisation, le caractère innovant, c'est important. Il y a certains procédés issus de l'économie circulaire qui sont liés au réemploi de certains matériaux, recyclés. Par exemple, vous avez une entreprise qui va créer des meubles issus de blocs de plastique recyclés. On est à la fois sur quelque chose qui a une dimension environnementale, mais aussi une dimension innovante. On va prendre en compte aussi tout ce qui va être performance en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, également le bien-être animal, comme ça a été souligné tout à l'heure. Donc, il y a toute une série de critères qualitatifs qui peuvent être intégrés dans cette appréciation des offres. On peut également prendre en compte un critère lié au délai d'exécution, au délai de livraison, au service après-vente, ce qui peut être aussi important dans une dimension plus large, c'est-à-dire qui ne se limiterait pas au seul achat, mais également à la maintenance du produit qu'on achète ou éventuellement à son remplacement, à son réemploi. Des critères également organisationnels ou de qualification du personnel. Là, je pense plutôt si on est sur des contrats de prestations intellectuelles, de maîtrise d'œuvre, ou de conseil technique, si c'est un conseiller technique en matière environnement, qu'il ait par exemple des qualifications qui s'y rapportent. Et enfin, des critères environnementaux ou sociaux. Et là-dessus, on le voit, cette approche multi-critères, ça va être la méthode la plus efficiente pour inclure tout ce qui est enjeu lié à l'économie circulaire et au développement durable, puisque via une analyse multicritère, via un appel d'offres multicritères, on va pouvoir inclure dans son acte d'achat, dans sa procédure, des critères à la fois techniques, mais liés aussi au coût, liés des critères environnementaux qui vont être liés à l'économie circulaire. On verra d'ailleurs par la suite certains exemples dans les interventions de critères. Quelques petites remarques justement sur les critères environnementaux et sociaux.
c'est quelques exemples qui sont liés justement à ce qui a pu être jugé par les juridictions administratives sur le sujet. Et quelques petites remarques qui en sont issues. Donc, de façon un peu générale, comme on en a parlé tout à l'heure, un acheteur il va pouvoir exiger des labels, des écolabels particuliers en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, fournitures, services correspondent aux caractéristiques requises. On va avoir un critère éventuellement de RSE dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il faut faire attention qu'il soit lié à l'objet du marché. Le critère environnemental, par exemple, il ne doit pas être subjectif, hein, c'est-à-dire que, et là-dessus j'insiste, l'acheteur doit être particulièrement vigilant quand il met un critère environnemental à le définir dans les documents. Par exemple, le juge administratif a pu annuler un appel d'offres parce qu'un critère environnemental qui avait une valeur de 30% sur la note n'était pas précisé dans les documents de la consultation. Il était même laissé à la liberté des candidats de préciser quels étaient leurs engagements en interne pour respecter justement, pour protéger l'environnement. Donc, il est important au stade du cahier des charges, dans le cahier des charges du marché, mais à la fois dans les critères, de bien préciser ce qui est attendu lorsque on va préciser un critère. Tout en gardant à l'esprit que celui-ci doit être lié à l'objet du marché. C'est-à-dire, si l'objet du marché, c'est l'acquisition de matériaux biosourcés, il est évident qu'on ne va pas prévoir un critère qui serait trop général, qui porterait sur la politique du candidat en matière de recyclage ou de réemploi sur l'ensemble de ses activités. Non, à mon sens, il faut que tel critère soit lié spécifiquement à l'objet du marché, ici par exemple l'acquisition de matériaux biosourcés. Enfin, il faut bien garder à l'esprit que on peut aussi prévoir une certaine série de sous-critères environnementaux qui vont être liés par exemple aux conditions de production et de commercialisation, de performance en matière de protection de l'environnement, classiquement sont admis comme des critères de sélection, par exemple le niveau de CO2 ou d'azote qui va être émis par un véhicule, ou encore le pourcentage d'électricité produite par un candidat qui va trouver sa source dans des énergies renouvelables. Donc voilà, il faut bien garder à l'esprit que ces critères environnementaux et sociaux doivent être toujours liés à l'objet du marché et ils doivent être suffisamment explicités, précisés dans les documents du marché, puisqu'ils doivent être à la fois liés et proportionnés à l'objet du marché. J'en terminerai avec la dernière étape, quelque part, qui conduit justement à la sélection d'offres qui sont la mieux disante, hein, l'offre économiquement la plus avantageuse. Une fois que l'acheteur a défini son besoin, les caractéristiques de son marché, qu'il en a déduit ou décrit les critères qui permettront de sélectionner l'offre qui répond le mieux à son besoin, se pose également la question de la mise en œuvre des critères. C'est-à-dire, très concrètement, comment, au regard des critères que j'ai précisés, l'acheteur va analyser, va évaluer les offres. Il faut bien préciser, mais ça je l'avais dit, donc les critères ils doivent être définis avec précision, ils doivent pouvoir être interprétés de façon aisée par tous les candidats. Et c'est la même chose pour les critères de sélection. Les critères de sélection des offres et la méthode d'appréciation des offres doit être précisée dans les documents de la consultation. Alors, cela varie selon la procédure de passation, mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Mais d'une façon générale, gardons à l'esprit plusieurs choses. Premièrement, il faut bien veiller à l'importance qu'on donne aux critères de sélection. C'est-à-dire, forcément, on va donner une valeur plus importante aux critères qui sont directement liés, j'ai envie de dire, à l'objet du marché. Tous les critères sont liés à l'objet du marché, mais il y en a certains sur lesquels
il y a certains critères qui sont prépondérants par rapport aux objectifs, par rapport aux prestations, aux caractéristiques des prestations qui sont fixées dans le marché. Donc attention à la pondération, ne pas donner une pondération des critères, par exemple donner une note trop importante à un critère, alors même que ça ne correspond pas à la réalité du marché. Là-dessus, c'est, on va dire, surpondérer ou sous-pondérer un critère qui est important, c'est le risque de ne pas avoir justement une offre, c'est de sélectionner une offre qui serait certes mieux disante par rapport aux critères, mais qui ne correspondrait pas lors de l'exécution à mes besoins. Puisque j'aurais sélectionné une offre parce qu'elle aurait été la meilleure sur un critère, mais si ce critère ne correspond pas aux objectifs principaux du marché, bah de fait, j'ai le risque que le candidat ne réponde pas à ses objectifs. Donc, on a généralement deux méthodes que je précise brièvement ici. La pondération des critères, c'est-à-dire affecter à chacun des critères un coefficient chiffré, ce qui est obligatoire en procédure formalisée, c'est-à-dire les marchés dont la valeur est supérieure au seuil de procédure formalisée, et l'offre doit être analysée globalement au regard de ces critères. Et la deuxième méthode, c'est la hiérarchisation des critères, c'est-à-dire un classement des critères par ordre décroissant d'importance. Il y a une liberté de pondération des critères, mais comme je vous l'ai précisé juste avant, cette pondération des critères, elle ne doit pas être discriminatoire, et elle doit rester en lien avec l'objet du marché, puisque de fait, c'est ce qui va permettre l'identification de l'offre la mieux disante. Donc, on le voit à la fois dans la définition du besoin, à la fois dans le choix des critères, mais aussi dans leur pondération, dans l'importance qu'on va donner aux critères. Le Code de la commande publique prévoit des mécanismes qui permettent aujourd'hui d'inclure un certain nombre de caractéristiques techniques, qualitatives, ou bien en termes de coûts, qui sont liés aux enjeux de l'économie circulaire. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Je pense qu'on a un bon panorama effectivement, des exigences et des possibilités, effectivement, des points d'attention à avoir. Naomi, si tu peux passer aux slides suivantes. Je vais passer la parole à Julie Boulet qui nous a rejoint normalement, qui a une connexion qui fonctionne. Est-ce que tu nous entends, Julie? Ça a l'air d'aller mieux. Je me suis mise en partie de la connexion sur mon téléphone. J'espère que ça va rester stable. Très bien. Voilà, je vais te laisser la parole et puis on a beaucoup de questions, donc on pourra y répondre aussi à l'oral à la fin. Mais je vais d'abord te laisser présenter les pratiques d'achat circulaire de l'État et la direction des achats de l'État. Très bien, merci beaucoup. Alors déjà, je tiens à m'excuser en raison de ma connexion qui rencontre quelques petits problèmes. Je ne vais pas brancher ma caméra. J'essaierai de la brancher en fin de présentation pour que vous voyez quand même un petit peu. Mais voilà, je préfère assurer le coup de ce côté-là. Donc, effectivement, je suis chef de projet achat responsable au sein de la direction des achats de l'État. On verra sur la slide suivante. Naomi, si tu peux la montrer. Merci. Et donc, une direction qui est placée auprès des ministères économiques et financiers, ministère de l'économie, des finances et de la relance, auprès plus précisément du ministre en charge des comptes publics et qui fait suite depuis 2016 au service des achats de l'État. Donc, on est placé auprès des ministères économiques et financiers, mais on agit sous l'autorité du Premier ministre et on a en fait deux grandes façons de fonctionner. Une première, c'est un premier rôle, c'est plutôt un rôle de définition de la politique des achats de l'État pour l'ensemble des ministères et de ses établissements publics. Donc, voilà, la politique, les objectifs, de piloter aussi la mise en œuvre de cette politique au travers de la définition d'objectifs chiffrés, de la surveillance de leur atteinte, de la professionnalisation de la fonction achat et des acheteurs de l'État et des EP, ce qui représente un périmètre d'environ 35 milliards d'euros par an d'achat. Et si on divise entre ministères et EP, on est à peu près à 17 milliards et demi pour les seuls ministères. L'autre rôle de la DAE, c'est pour certaines familles d'achat qui sont décidées annuellement
donc, interministériel, dans des groupes de réflexion, etc., tous les ans. Et donc, ils sont mutualisés au niveau national et interministériel, de définir pour ces familles d'achat-là des stratégies d'achat, donc des recommandations sur comment acheter au mieux certaines familles d'achat, ou de porter ou de faire porter par délégation à certains ministères, ou parfois à l'UGAP, qui est la centrale d'achat des acheteurs publics, des gros marchés en fait interministériels qui vont bénéficier à tous et sur lesquels les ministères et les établissements publics vont pouvoir venir s'approvisionner. La politique des achats de l'État s'articule autour de 5 axes de performance: les économies achats en euros, l'accès des PME à la commande publique et les achats d'innovation, et 2 axes qui nous intéressent plus particulièrement en pôle achat responsable et dont on a la responsabilité. Ce sont la performance environnementale et la performance sociale. Pour ces 2 axes-là, donc au pôle achat responsable, on définissons les orientations sur la façon de décliner les politiques publiques environnementales et sociales dans les marchés, comment les prendre en compte, par quels outils juridiques et quelles considérations prendre en compte, quel niveau d'exigence fixé dans les marchés, par exemple. Nous avons également la charge de mesurer la performance sur ces 2 axes-là, de définir les objectifs annuellement leur atteinte, de faire porter aussi dans les stratégies et les marchés interministériels des dispositions environnementales et sociales. Donc, on intègre vraiment directement, soit dans les stratégies, soit dans les cahiers des charges. Nous organisons également la professionnalisation des acheteurs, le conseil et l'accompagnement des acheteurs, et l'animation du réseau d'acheteurs sur l'ensemble de ces sujets. Et puis, nous animons en fait la gouvernance des achats responsables pour l'État. Et représentons l'État acheteur responsable d'instances externes auprès des parties prenantes et des partenaires, et notamment auprès des ministères dans les discussions et les définitions des politiques publiques qui sont portées par les ministères. Alors, pour parler plus précisément du sujet d'aujourd'hui, on peut passer, si tu veux bien, merci. Donc, déjà, je voulais faire un focus sur ce qu'on entend, nous, par mieux disant, et comment cet outil du mieux disant peut être au service des achats responsables. Voilà, au-delà de la définition juridique dont Maître Guido vient de nous poser un tableau très complet, moi, je voulais m'attacher vraiment à comment ça pouvait se mettre en œuvre d'un point de vue achat. Et donc, en fait, nous, le mieux disant, pour nous rechercher le mieux disant, c'est vraiment rechercher l'offre qui va se dégager sur le plan, en l'occurrence, de la performance environnementale ou sociale, puisqu'on travaille vraiment sur les 2, et qui va se dégager par rapport à un niveau d'exigence de base, et un niveau d'exigence, je dirais, même minimal. Ce niveau d'exigence de base ou minimal, il peut être fixé par plusieurs aspects. Il y a tout d'abord la réglementation, qui est de plus en plus nombreuse sur ces aspects de qualité environnementale, notamment. Il peut être aussi fixé voilà, dans le cahier des charges par des politiques publiques internes. Par exemple, on sait qu'on peut, nous à l'État par exemple, on s'est fixé un minimum de consommation de 100% de papier recyclé. Donc ça, voilà, c'est un engagement politique très fort et c'est une exigence minimale de base. Il peut être aussi fixé par toutes les études amont qu'on peut faire quand on mène un projet achat à son terme, en amont de la rédaction de marché, par une meilleure connaissance de l'offre économique existante dans le secteur et sur les aspects de performance environnementale. Et cette offre économique, elle peut aussi définir ce niveau d'exigence minimale de base, et on peut en fait finalement placer le curseur sur le niveau d'exigence qui est fréquemment rencontré dans l'offre économique et qui est, on va dire, déjà assuré par l'ensemble des offres ou une majorité des offres. Pour nous, rechercher le mieux disant, c'est vraiment cet équilibre-là et la répartition entre, d'une part, la définition d'une exigence minimale, qui va donc se retrouver en vue d'achat dans le cahier des charges, sous forme d'obligation, soit en termes de conditions d'exécution, soit en termes de spécifications techniques ou fonctionnelles, qui sont vraiment attachées au caractère intrinsèque du produit ou du service qu'on fait. Et le deuxième pendant, ça va être aussi d'équilibrer ça et de le répartir avec la mobilisation d'un critère d'attribution qui, lui, va permettre aux entreprises et aux candidats de marché public de s'investir et de proposer une offre qui va aller vraiment au-delà de cette exigence minimale et de pouvoir vraiment se différencier et franchir un pas supérieur vers la performance environnementale. Pour cela, on s'appuie effectivement sur le critère d'attribution
d'inspection, qui est un outil juridique auquel on peut largement avoir recours pour atteindre une efficacité environnementale. Maître Bidot l'a vraiment exposé à plusieurs titres. Aujourd'hui, l'acheteur est vraiment fondé à intégrer des critères environnementaux dans ses appels d'offres pour peu que ceux-ci soient liés à l'objet du marché, y compris sur toutes les étapes du cycle de vie du produit ou du service qu'on achète. Par contre, pour que ce critère soit opérant et vraiment du sens pour nous, y compris au point de vue achat et performance achat, il doit vraiment servir à différencier les offres les plus vertueuses et il doit vraiment avoir du sens et finalement, nous devons vraiment être sûrs que la performance environnementale soit au rendez-vous. Pour cela, le critère doit bien sûr être non discriminatoire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas déséquilibrer en quelque sorte la concurrence et favoriser une très grande minorité d'entreprises et viser une entreprise qu'on aimerait choisir et on essaie d'utiliser le critère pour cela. Par contre, il doit être discriminant au sens différenciant, c'est-à-dire qu'il doit vraiment se baser sur des critères qui différencient les offres entre elles. Ça, c'est bien pour nous de mettre un critère sur une exigence de performance environnementale à laquelle tous les opérateurs économiques sont capables de répondre. Pour nous, il doit vraiment venir différencier les opérateurs les plus vertueux, encore une fois, vis-à-vis de ce niveau d'exigence de base. Ensuite, pour qu'on puisse comparer les offres entre elles et qu'on puisse également se baser sur un critère qu'on ne pourra pas remettre en cause, ce critère doit être précis. Maître Bidot l'a exposé également. C'est-à-dire qu'il doit se baser sur des questions précises, avec notamment une réponse à un questionnaire, par exemple, un cadre de réponse. Il doit être objectif et transparent, de manière à pouvoir être tangible et mesurable, analysable et surtout comparable. Il doit aussi être proportionné par rapport à son marché et aux exigences qu'on met dans le marché. Il serait complètement déplacé de mettre un critère environnemental à 30% du marché sur une question annexe, par exemple, je reprends mon exemple du papier, de livraison du papier, alors qu'on ne s'est même pas occupé de la qualité intrinsèque du papier. Voilà. Cela, ça pose des questions de disponibilité de moyens de preuve robustes. Et dès lors que nous mettons un critère dans un appel d'offres, nous nous interrogeons dès l'amont sur la manière dont on va pouvoir l'analyser, dont on va pouvoir comparer les offres entre elles et dont on va pouvoir en vérifier les allégations. Et donc pour nous, si on sait à l'avance qu'on n'aura pas de moyens de preuve robustes qu'on pourra analyser, on évite de mettre un critère qui ne pourra pas être vérifié afin qu'on puisse vraiment l'opposer au candidat, y compris en cas de référé juridique, par exemple. Ensuite, le critère, il doit pouvoir engager les candidats à s'investir sur le plan environnemental de leur offre, ou encore le plan social. Donc, il doit d'une part être visible, il doit être vraiment détaché de la valeur technique et des autres critères potentiels pour vraiment attirer l'attention de l'entreprise là-dessus et lui montrer qu'on a vraiment une volonté dans ce marché d'atteindre un certain niveau de performance environnementale. Et surtout, sa pondération doit être assez ambitieuse et suffisante pour que les entreprises puissent en fait investir sur ces aspects de performance environnementale et qu'elles aient un retour sur investissement, que ça leur permette de se différencier et potentiellement de gagner le marché. Voilà. Donc tout ça, c'est très dépendant effectivement du sourcing qu'on peut faire en amont et de la connaissance que l'on peut avoir de maturité du secteur économique. Pour nous, c'est vraiment une étape, on va dire, vraiment obligatoire, qui nous permet à la fois de sensibiliser les entreprises et le secteur économique à nos attentes, et aussi de pouvoir nous fixer le bon niveau d'exigence dans notre marché. Est-ce qu'on va le mettre en obligation, plutôt en critère d'attribution pour valoriser les offres un petit peu émergentes ou les plus vertueuses sur cette performance environnementale? Et puis, quel niveau d'exigence on va pouvoir fixer également? Qu'est-ce que c'est qu'une offre performante sur le plan environnemental? Si je mets un critère sur le taux de matériaux recyclés dans l'imprimantes, par exemple, dans le plastique qui compose mes imprimantes, à partir de quel moment je peux considérer que ce taux de plastique recyclé va être performant? Est-ce que tout le monde est déjà à 20-30% de plastique recyclé, auquel cas ce ne sera pas tellement considéré comme performant?
ou est-ce que le curseur est plutôt plus bas et je peux être considéré comme performant à partir de plutôt 10-15%, ce qui est en fait plutôt le cas. Voilà, comment le mieux disant peut être au service des achats responsables. Après, sur la slide suivante. Julie, est-ce que je peux te poser une question en cours de route? Tu parles de preuves robustes. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de preuves entre guillemets robustes pour juger de critères? C'est une question qu'on a. Oui. Alors, pour nous, acheteurs, les preuves les plus robustes que l'on peut avoir, on cherche toujours en fait à avoir des preuves qui sont indépendantes des titulaires, des candidats au marché, par exemple, quand on fait de l'analyse des offres. Alors, il y a un moyen de preuve qui est vraiment tangible, opposable, ce sont la présentation de certifications ou de labels environnementaux voilà, que le produit peut porter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous très utile, sur lesquels on aime vraiment se baser, parce que c'est vraiment des certifications qui sont délivrées par des tierces parties indépendantes qui font justement tout le travail de vérification en amont, soit vérification documentaire ou vérification même sur place, voire parfois test des produits. Donc c'est vraiment des éléments sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, à condition que ça soit des certifications et labels qu'on appelle de type 1, qui sont donc des certifications et labels officiels, parfois même étatiques, voilà, publics, avec le référentiel accessible et qui soient vraiment reconnus par les pouvoirs publics. Par exemple, un écolabel, que je peux citer un exemple, c'est celui de l'écolabel européen, c'est la petite fleur, que tout le monde connaît, que tout le monde en tout cas peut voir dans son quotidien, puisque c'est un écolabel qui s'applique aussi aux produits du quotidien, des ménages, voilà, sur votre liquide vaisselle ou sur votre écran télévision, vous pouvez le voir apposé. Donc ça, par exemple, c'est un écolabel qui pour nous est très, très intéressant. Après, les titulaires, ils ont toujours la possibilité de ne pas présenter cet écolabel, parce que ce sont en général des référentiels qui sont payants, et de nous montrer par tout moyen qui leur semble correspondre que leur produit répond à des caractéristiques équivalentes. À ce moment-là, ils peuvent nous produire des fiches fabricants, des notices techniques, des rapports de tests. Il existe aussi un certain nombre de documents, les fiches de données de sécurité et les fiches de données environnementales, par exemple. Voilà, tout ce qui peut être documents de fabricants ou même parfois, on peut se baser également sur des documents qui engagent finalement le candidat dans ces documents, par exemple, de politique interne, etc., où il s'engage vraiment sur des aspects. Après, certains critères vont être plutôt relatifs à des engagements que le candidat va avoir et donc par nature, il n'y a pas de moyen de preuve disponible. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient qui est plutôt sur l'aspect social, lorsqu'on lui demande pour la clause d'insertion de s'engager sur un pourcentage de publics en insertion qui seront des publics féminins. Et là, il ne peut pas nous fournir un moyen de preuve, c'est un engagement qu'il prend. Et par contre, cet engagement doit vraiment devenir contractuel lors de l'exécution du marché. Et donc, c'est quelque chose qui sera suivi pendant l'exécution du marché. Alors, j'ai une autre question, si tu permets encore. Monsieur Bidot aussi, pour y répondre si vous avez des éléments. Tu parlais de pondération. Oui. On a quelques questions sur ce sujet. Par exemple, est-ce que on peut imaginer pour un marché de fourniture 40% du prix, enfin une pondération à 40% pour le prix, puis 40% pour l'environnement et 20% technique. On a aussi comme question, quel est le bon niveau de poids du critère environnemental dans la grille de notation pour voilà, avoir des offres qui intègrent véritablement l'éco-conception. Nous, on a certains exemples voilà, de marchés où on avait 30% de pondération sur des critères d'économie circulaire, mais est-ce que voilà, tu as des éléments à donner sur le niveau de pondération en fonction de critères environnementaux? Alors, déjà, je dirais qu'il n'y a pas un niveau de pondération comme ça qui serait toujours le même, où je pourrais dire, je vous conseille de mettre systématiquement votre critère à n'importe quoi 30%. Parce qu'en fait, ma première réponse, ça va être de dire que ça dépend encore une fois vraiment énormément du sourcing,
des enjeux intrinsèques qui sont portés par la famille d'achat et par le marché, des politiques internes aussi de l'acteur. Si on a une politique très forte sur un sujet, on peut mettre, ça peut justifier un critère d'attribution très fort sur cet aspect-là. Nous, on dit néanmoins quand même qu'un critère d'attribution ne doit jamais être pondéré en dessous de 10% de la note totale. Voilà. Pareil pour le critère social, ça veut dire que si vous mettez un critère social et un critère d'attribution, ils sont chacun à 10%, donc au total, ça vous fait 20% sur les achats responsables, parce qu'on considère qu'en dessous de 10%, ce que je disais tout à l'heure, le candidat n'a pas intérêt, en fait, à aller s'investir sur ce critère-là, et ça aura plutôt une valeur un peu d'affichage et on tomberait presque un peu dans le greenwashing version acheteur, où on dirait, bah oui, j'ai mis un critère, mon marché il est vertueux, alors qu'en fait, il ne permet pas du tout à l'entreprise de s'investir là-dessus. Après, sur certaines familles d'achats qui portent intrinsèquement des enjeux forts sur le plan environnemental, ça peut être par exemple le cas sur la gestion des espaces verts ou purement sur la gestion de matériel vraiment naturel et de préservation de la biodiversité. On peut monter plus haut et sur ce genre de marché, on monte jusqu'à des 20 voire 25% sur le critère environnemental. Après, ça dépend aussi des autres critères qui sont présents. Est-ce que vous avez que ça et le critère de coût, auquel cas vous avez pas mal de place pour le critère environnemental? Est-ce que vous avez un critère qualité de service ou encore d'autres critères? Voilà, et à ce moment-là, c'est à vous, je dirais, d'équilibrer vos critères en fonction de vos priorités et du sourcing beaucoup. Et effectivement, comme tu disais, si on a une pondération sur des éléments annexes, ça n'a pas le même poids que si c'est sur le corps même l'objet même du marché. Voilà, que ce soit sur la livraison de papier, ce n'est pas la même pondération que sur le papier en lui-même. Voilà, exactement. À l'inverse, on considère aussi que ça serait disproportionné de mettre un critère d'attribution trop important sur une seule question environnementale qui, en plus de ça, serait un petit peu annexe à vraiment au cœur de prestation du marché, effectivement. Ça dépend aussi, voilà, si votre critère il porte vraiment sur la qualité intrinsèque, les premières caractéristiques de votre produit qui vont vraiment jouer sur sa performance environnementale, vous pouvez une note plus forte que si vous êtes sur un critère un peu plus annexe, sur la dématérialisation des échanges, par exemple, ou ce genre de choses. Tout à fait. Là, je vois une question, est-ce que ces 10% sont écrits quelque part pour qu'on puisse s'y référer? Non. Et en plus, c'est vraiment une politique interne à l'État. Donc, nous, on le dit, en fait, quand on parle à nos acheteurs et quand on fait notamment des sessions de professionnalisation, ça peut être écrit parfois dans des guides sectoriels, en général, on le rappelle. Voilà. C'est pas une réglementation en soi, c'est pas... voilà. Très bien. Si tu veux bien continuer, ensuite, je passerai aussi la parole à Hortense Mourier pour la métropole. D'accord. Ensuite, oui, je voulais parler, puisque c'est l'objet du jour, de comment on peut mettre cet outil du mieux disant au service de l'économie circulaire en particulier. Alors, pour nous, cet outil du mieux disant, il permet vraiment de maximiser les achats circulaires qui sont vraiment l'aboutissement quand on parle vraiment d'économie circulaire, c'est-à-dire achats issus du réemploi, de la réutilisation, comportant des matériaux recyclés, parce que on sait très bien que ces achats-là, c'est pas toujours évident, ça dépend énormément de l'offre économique qu'on a en face, ça dépend de beaucoup de considérations également techniques, financières, etc. Donc, pour nous, le mieux disant, il permet vraiment de maximiser ça et d'atteindre un maximum les objectifs et les obligations de l'acheteur. C'est par exemple le cas, tu en as parlé, Marline, au début de la présentation, avec l'obligation récente issue de l'article 58 de la loi AGEC d'acheter au minimum 20% de produits reconditionnés ou issus du réemploi, enfin de la réutilisation et comportant des matériaux recyclés, sur une liste de produits qui vont être effectivement ciblés dans un décret qui va apparaître tout prochainement. Typiquement, pour atteindre ces 20%, on se rend compte que voilà, en fonction des familles d'achat, on ne va pas être forcément en mesure d'obliger les 20%
qui se manifeste vraiment comme ça. Peut-être que si on a une stratégie plus globale, on peut aussi passer par ce critère d'attribution qui permet vraiment d'aussi aller au-delà des 20% sur certaines familles d'achat quand ça sera possible. Et le critère d'attribution, nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup utilisé dans certains marchés. J'ai mis quelques exemples que j'ai cités comme ça et j'ai mis 2 slides en annexe pour vraiment vous donner le détail de ce qu'on a fait sur chacun de ces marchés. Par exemple, sur le matériel d'impression, on a mis un critère sur le plastique recyclé qui était contenu dans les matériels d'impression. Sur la téléphonie mobile, là, on s'était rendu compte que c'était une exigence très très forte à l'époque dans la feuille de route économie circulaire d'avoir des téléphones mobiles issus du reconditionnement. Donc, on a vraiment mis en exigence et en obligation de proposer au moins une référence en reconditionné. Pour les serveurs, on a mis également un critère d'attribution sur le taux de plastique recyclé. Le papier, je vous en ai parlé, on est passé en 100% de papier éco-responsable suite à des engagements politiques sur ces aspects-là, notamment sur l'engagement des services de l'État pour plus d'éco-responsabilité. Sur les masques textiles, le marché est publié récemment. On a également mis un critère d'attribution sur le pourcentage de fibres issues du recyclage. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des exemples d'achats circulaires au sens vraiment abouti du terme. Par contre, nous, ce qu'on souhaite aussi porter auprès des acheteurs de l'État, c'est qu'un achat circulaire, c'est pas forcément un achat qui va être enfermer la boucle, hein, comme on dit. Et ça peut aussi intégrer toutes les considérations environnementales qui courent à l'économie circulaire. Et ces considérations environnementales, elles sont nombreuses. Et tout à l'heure, j'ai vu une question sur y a-t-il des listes de familles de produits, je crois, qui peuvent plus faire l'objet d'un achat d'économie circulaire. Nous, a priori, toutes les familles d'achat peuvent faire l'objet de considérations environnementales. Et encore question des études qu'on peut faire en amont et des enjeux qu'on peut identifier. Par exemple, ce qui peut rentrer dans la démarche d'économie circulaire, c'est l'exploitation responsable des ressources, la production responsable des produits. Par exemple, on est sur le mode d'exploitation des forêts quand on achète du papier, l'agriculture biologique quand on achète des plantes pour la gestion des espaces verts. Sur les marchés de matériel d'impression, on s'est aussi attaché à ce que les matériels soient les moins consommateurs d'énergie. Donc, ça fait partie des exigences. On a exigé un certain niveau d'exigence de manière obligatoire et on a en plus mis un critère d'attribution pour que, sur la base de ce niveau d'exigence minimale, les candidats s'engagent sur un niveau maximal de performance énergétique. Et là, en plus, en l'occurrence, on avait inclus dans le critère coût. Donc, on a eu une certaine forme d'approche en coût global où, en fait, on a transformé la consommation énergétique des matériels en coût qui serait supporté pour nous. Donc, ça avait vraiment un fort levier sur les offres. En termes d'éco-conception des produits également, on peut s'intéresser aux écolabels et certifications de type 1, au caractère recyclable produits. Pareil, sur les matériels d'impression, on a exigé qu'ils soient recyclables, démontables, qui ne comportent pas de matériaux toxiques qui empêcheraient par exemple le tri des déchets en fin de vie. Et par contre, en critères d'attribution, on a voulu valoriser les offres qui portaient par exemple des écolabels de type 1, en précisant quels écolabels on attendait, ou des produits qui seraient équivalents, qui répondraient aussi à ces caractéristiques-là. Ça peut être aussi tout ce qui va porter sur l'allongement de la durée de vie. Il faut savoir que depuis janvier 2021, l'indice de réparabilité, le décret sur l'indice de réparabilité est paru. Donc, on sait maintenant comment les entreprises doivent l'afficher. Les entreprises savent comment le calculer et elles sont en obligation de l'afficher. Donc, ça peut être un très bon outil pour à la fois exiger un niveau minimal de réparabilité dans son marché, si on le peut, ou différencier les offres les plus vertueuses au travers d'un critère d'attribution. Ça peut aussi être tout ce qui va se rapporter à la prévention de la production de déchets et à leur bonne gestion, à la valorisation des déchets en fin de vie. Par exemple, pour le marché de masques, nous avons intégré un critère d'attribution qui est les candidats d'un dispositif de récupération, de collecte et de recyclage des masques en fin de vie dans le cadre du marché. Et puis, il y a un autre aspect qui est important pour nous dans la démarche d'économie circulaire, c'est l'intégration des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui historiquement sont très présents sur
aspects d'économie circulaire, notamment sur toutes les démarches de réemploi des produits. Et par exemple, pour le marché de consommables d'impression de cartouches, nous avons une obligation, une politique de consommation d'avoir recours à des cartouches remanufacturées. Les services de l'État ont obligation d'aller s'approvisionner sur ce lot qui est dédié aux cartouches remanufacturées tant que les références sont disponibles. Et en critères d'attribution, nous avions mis intégrer une question aux candidats qui leur demandait de s'engager sur un nombre de cartouches remanufacturées par le secteur de l'ESS. Voilà, ce qui a permis de maximiser aussi ces aspects-là. Il y a d'autres enjeux qu'on peut prendre en compte aussi au titre d'un critère environnemental que j'ai affiché sur la slide suivante et qui peuvent aussi permettre d'ouvrir un petit peu le champ de la réflexion. D'une part, ça peut servir à obtenir plus d'informations environnementales ou relatives à l'économie circulaire sur ces produits. On peut, par exemple, on peut toujours avoir recours à cette exigence minimale dans le cahier des charges en demandant la fourniture obligatoire d'informations sur son produit. C'est ce qu'on a fait, par exemple, récemment sur les bornes de recharge, l'acquisition de bornes de recharge pour les véhicules électriques. On a demandé à ce que systématiquement, dans la documentation, figure d'informations sur son caractère recyclé, recyclable, le taux de matériaux recyclés qui sont incorporés, les pièces éventuellement issues du réemploi, informations sur la durée de vie des bornes de recharge. Et on a également utilisé le critère d'attribution pour avoir des informations sur la manière dont les candidats feraient ce reporting sur l'information environnementale. Par exemple, dans le marché de maintenance automobile, il y a une réglementation qui dit que les garagistes ont obligation de proposer à leurs clients, donc pour nous, des pièces détachées issues de réemploi, issues de l'économie circulaire. Donc, comme c'était déjà une obligation dans la réglementation, on a voulu, par le critère d'attribution, demander aux candidats comment ils entendaient s'engager sur un reporting, à quelle fréquence ils pouvaient nous reporter sur les pièces détachées issues de l'économie circulaire ou encore sur quelles données. Je lis, c'est très très intéressant. On va devoir quand même passer la parole, je suis désolée. Oui. On aimerait vraiment, moi personnellement en tout cas, j'aimerais vraiment entendre vraiment toute la suite, mais peut-être qu'on peut passer la parole à Hortense et ensuite échanger s'il nous reste un peu de temps pour qu'on puisse tous présenter un petit peu nos stratégies, donc celle de la métropole aussi. Hortense, je vais te laisser la parole. Concernant les questions, on a énormément de questions, donc merci beaucoup. À la fois, on y répond, on essaye d'y répondre à toutes directement sur le chat. On essaie d'y répondre un petit peu aussi en direct. On continue à y répondre sur le chat en même temps. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions par la suite, on pourra également y répondre a posteriori par mail, etc. Merci. Bonsoir. Alors, je laisse donc la parole à Hortense Mourier, qui est donc chef de service développement économique durable à la métropole du Grand Paris. Bonsoir à tous. Donc je fais partie de la direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique. Le partage d'expérience que je vais vous faire en matière d'achat circulaire à la métropole du Grand Paris est une expérience qui est relativement jeune. Noémie, je te laisse passer à la slide suivante. Du simple fait que la métropole du Grand Paris est une jeune collectivité qui a été créée par la loi NOTRe et par la loi NOTAM en 2016. Donc la métropole, c'est une assemblée de communes et de territoires, 131 villes, dont Paris, qui sont également organisées en établissements publics territoriaux. Et donc en matière de compétences, on intervient sur les sujets de développement économique. Donc, je fais partie de cette direction qui porte cette compétence. En matière d'aménagement du territoire, d'habitat et de logement, de protection de l'environnement et de la politique du cadre de vie. Et la GEMAPI, c'est la gestion et la prévention des milieux aquatiques et des inondations. Je te laisse poursuivre la slide suivante. Alors,
c'est vrai que notre expérience est relativement jeune. Pour autant, du coup, c'est une opportunité pour cette collectivité d'adopter un réflexe et une démarche d'achat qui intègre les principes d'économie circulaire ou de SS, l'environnement. En tout cas, voilà, on a cette agilité de ne pas avoir une antériorité d'achat dans laquelle on serait peut-être plus contraint ou verrouillé. Donc, la métropole, elle souhaite faire progresser la part de l'économie circulaire et de l'ESS dans l'économie métropolitaine en utilisant justement la commande publique comme levier. Parce que pour le territoire, l'économie circulaire et l'ESS sont indissociables comme un outil de transition de l'économie sur le territoire. D'un côté, l'économie circulaire, c'est plutôt sous l'angle technique, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas le dissocier de la dimension humaine qu'on retrouve à travers l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est extrêmement important de le prendre en compte. C'est d'autant plus visible aujourd'hui que la crise sanitaire, elle a rendu encore plus prégnants les défis sociaux, économiques, mais même environnementaux qu'on a sur le territoire métropolitain. Alors, pour autant, il n'est pas aisé d'intégrer l'économie circulaire et l'ESS dans ces achats comme ça du jour au lendemain, même pour nous, jeunes collectivités, sans aide. Alors, nous, on a 3 leviers d'action, d'intervention qui sont identifiés. On a la politique d'achat métropolitaine de la collectivité en tant que telle. On a notre politique d'investissement métropolitain, puisque la métropole du Grand Paris dispose d'un fonds d'investissement à destination uniquement des collectivités du territoire. Donc, les communes et les OPT peuvent mobiliser la métropole pour les accompagner et apporter une aide financière dans leurs projets. Et le 3e levier, c'est la politique d'achat des communes et des établissements publics territoriaux. Alors, pour amorcer cette nouvelle pratique, il y a un réel besoin d'accompagnement. C'est le cas à tous les niveaux de l'échelle métropolitaine, tant en matière de savoir que de savoir-faire, et de partage d'expériences et d'identification des solutions qui sont existantes, la réalité de l'offre du marché. Alors, peut-être que tu peux poursuivre. Non, juste avant que tu n'enchaînes, la métropole, donc, elle s'est proposée d'une certaine façon d'ouvrir la voie en fédérant donc l'ensemble des collectivités du territoire. Et l'ambition, elle est assez claire, c'est que voilà, utiliser l'échelon métropolitain pour décupler les efforts, partager les bonnes pratiques, et donc c'est évidemment partir, faire ce travail avec les communes qui sont les collectivités qui sont volontaires pour entrer dans une démarche d'intégration de l'économie circulaire et de l'ESS dans les achats. Je vais m'attarder sur 2 retours d'expérience. Un qui concerne pour le coup la politique d'achat métropolitaine, qui est la ZAC Saulnier et le centre aquatique olympique, et un 2e retour d'expérience sur un dispositif d'accompagnement dont Marine a fait référence dans son propos introductif, qui est un programme d'accompagnement aux achats circulaires et solidaires. Naomi, je te laisse du coup passer la slide suivante. Donc là, il est question du projet d'aménagement de la plaine Saulnier, sur lequel se trouve le futur centre aquatique olympique. Ce projet d'aménagement qui est sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine, d'une certaine façon, c'est le début d'une stratégie d'achat métropolitaine parce que c'est le premier projet d'ampleur, une infrastructure structurante du territoire, un projet extrêmement emblématique qui est sous maîtrise d'ouvrage métropole, mais en régie. Ça apporte aussi une certaine souplesse. Donc, c'est l'occasion d'expérimenter. Alors, le chantier de la plaine Saulnier, comme il accueille une des infrastructures emblématiques, il a également la supervision de la Solidéo, donc qui est la structure qui porte les ouvrages olympiques pour les JO, avec laquelle, du coup, on a des conventions d'objectifs. Il y en a 2, je vous les ai présentées là en quelques points vraiment rapides. C'est donc une charte pour l'emploi et le développement du territoire et une charte environnementale. Donc, on voit déjà que sur la partie emploi et développement territorial, il y a des exigences en matière d'insertion. C'est là où on retrouve
les aspects de l'ESS, l'accès également à la commande publique par des TPE et PME et différentes démarches en matière d'exemplarité dans la conduite des chantiers. On est aujourd'hui allé au-delà des exigences de la Solideo, donc c'est une vraie satisfaction pour la métropole. Sur la partie environnementale, il y a le fait d'optimiser l'impact du chantier en mobilisant de la logistique fluviale en partie, la gestion des déchets, également la gestion de consommation, donc s'interroger sur le choix des matériaux éco-responsables, le suivi des consommations, la réutilisation des terres excavées, favoriser l'approvisionnement local, le circuit court. Et sur la prévention des nuisances acoustiques, c'est également l'enjeu de l'acceptabilité d'une maîtrise d'ouvrage public qui se veut circulaire et donc pour lequel il faut démontrer qu'elle est également pour l'habitant, pour le territoire, avec moins de nuisances, toutes celles qu'on peut envisager. Donc voilà, c'est ce qui a orienté, c'est ce qui a cadré la démarche de la maîtrise d'ouvrage de ce site. Concrètement, ça s'est traduit comment? C'est les slides qui suivent. Je te laisse poursuivre. Donc, en matière, on a à ce stade du chantier, on a engagé 2 phases, qui est la phase de déconstruction. Sur la phase de déconstruction, c'est assez simple sur le fait d'avoir mis dans les pièces du marché des critères de réemploi, de recyclage, de réutilisation. C'est des critères importants qui étaient également des critères de choix du titulaire. Ce qui a fait la différence dans l'analyse des offres, c'est la plus-value qui a été apportée à la réponse au cahier des charges par un des titulaires qui a proposé de venir avec un bureau d'études en économie circulaire. Donc, d'être accompagné, même s'il était, il s'avère que c'est une entreprise qui est également déjà extrêmement mobilisée sur ces sujets. Donc, sur la phase des constructions, c'est ce qui a fait, voilà, ce qui a été une plus-value dans l'évaluation de l'offre. On voit qu'il y a un certain nombre de bénéfices en matière de valorisation des matériaux. Puis après, c'est bien sûr le contrôle de l'application des engagements et des obligations, mais ça rentre dans le rôle finalement assez classique du suivi du marché, mais ce n'est pas toujours évident, cette phase de contrôle et de suivi, et on en est conscient. Sur, pareil, juste encore toujours sur la phase des constructions, la destination et les ambitions en matière de réemploi, c'est la slide suivante. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de matériaux qui vont être stockés pendant la phase olympique, mais qui, puisque la particularité de ce site Saulnier, c'est que c'est un projet d'aménagement sur le territoire, mais qui a la vie des JO, et puis qui après est rendu d'une certaine façon au territoire, et qui va être un lieu de vie avec du logement, de l'emploi. Et donc, une partie des matériaux qui peuvent être utilisés pour la phase JO vont être stockés et vont être réutilisés. On a quelques exemples là, soit pour la réutilisation en sous-couche de voirie, soit pour créer du mobilier en béton. Donc, on voit sur les côtés, on a de la brique qui va servir, on a du gravat ou des granulats. Tout ça, voilà, déjà une projection et un usage identifié dans la phase héritage. Et puis, on a également un petit projet un peu emblématique, c'est la construction d'un kiosque à partir de matériaux qui ont été issus donc, des bâtiments qui ont été déconstruits et qui a permis la construction d'un petit kiosque, un peu type maison du projet. Seconde slide, toujours sur la phase des constructions. Là, c'est sur tout ce qui a été récupéré dans le bâtiment et qui a été ouvert à la collecte des habitants du territoire. Et donc, on a des taux extrêmement élevés de collecte qui ont été à destination des habitants. Et puis, il y avait sur cette zone un bâtiment en structure bois
qui a été intégralement déconstruit et qui trouve une nouvelle vie pour une association du territoire. La seconde phase du projet, c'est le chantier du marché de dépollution. Alors là, pour nous, il y avait deux enjeux extrêmement importants. C'était la mobilisation du fluvial pour éviter la congestion routière et le réemploi des terres excavées sur site. Voilà, donc on a quasiment la totalité des terres qui vont servir sur le site et une mobilisation du fluvial extrêmement forte, ce qui du coup a permis d'éviter un grand nombre de nuisances. Alors, pour les entreprises qui jouent le jeu, elles s'y retrouvent à la fin. Ça nécessite un temps d'investissement en ingénierie qui est un tout petit peu plus poussé, plus abouti. Et donc, ça nécessite effectivement de l'intégrer en amont d'une réponse à une offre. Mais typiquement, c'est 150 000 tonnes de terre qui ont été évacuées par voie fluviale. Donc, en termes de coûts complexes, c'est des coûts complexes évités. Pour illustrer, il n'y avait plus besoin de faire du bâchage de bennes de camions, plus besoin d'avoir des flottes de camions et donc toute la logistique du transport routier. Voilà, donc en fait, c'est gagnant pour l'entreprise, les entreprises qui minimisent d'une certaine façon aussi les risques liés à des chantiers de construction, gagnant pour la maîtrise d'ouvrage parce qu'elle optimise aussi ses coûts, parce qu'elle réussit à faire un équilibre des l'air anglais, et puis gagnant pour les citoyens parce que c'est une diminution des nuisances et puis un bénéfice de récupération. Et là, c'est évident sur ce territoire, l'impact territorial est extrêmement fort. Voilà, sur la partie de ce qui concerne un achat assez emblématique porté par la métropole du Grand Paris. Mon deuxième retour d'expérience, il porte sur comment accompagner les collectivités volontaires dans une démarche d'intégration de l'économie circulaire dans leurs achats et de l'économie sociale et solidaire. C'est une démarche expérimentale lancée en 2018, un programme d'accompagnement avec comme structure porteuse volontaire l'Institut national de l'économie circulaire, l'Observatoire des achats responsables, la métropole, et puis récemment, pour la deuxième édition, les canaux, qui est la maison des acteurs solidaires et innovants. Ce programme, son ambition, c'est accompagner l'intégration des critères d'économie circulaire et de SS dans les achats. C'est un accompagnement des acheteurs. Alors, le terme d'acheteur, il est entendu ici au sens large, parce qu'il englobe à la fois les services d'achat, mais aussi les services techniques qui sont l'origine de l'expression du besoin, qui pré-rédigent bien souvent le marché, mais les services également juridiques et financiers. Mais ce programme, il est ouvert de par la nature des structures qui portent le projet. Il est ouvert aussi bien aux élus et aux agents des collectivités métropolitaines, mais il est également ouvert aux adhérents de l'OPSA, de l'INEC et les membres des canaux. Et donc, comme lors de la première édition, on avait donc une représentation d'acheteurs métropolitains extrêmement importante, et là encore plus, puisque c'est quasiment plus de 50% des participants de cette nouvelle édition. Alors, au-delà de la sensibilisation des participants à l'ESS et à l'économie circulaire, l'ambition, c'est d'outiller les participants. Par programme d'accompagnement, il faut l'entendre comme une formation continue. Je vais détailler quel est le processus, la structuration du programme. Mais voilà, c'est une démarche, c'est un engagement qui est assez notable de s'investir dans un programme qu'il faut suivre sur l'année. Les objectifs, quels sont-ils? C'est fédérer des acheteurs publics et privés et le fait d'avoir ces deux profils est extrêmement enrichissant autour de l'économie circulaire et de l'ESS. Avoir des impacts réels alors sur l'utilisation des ressources, sur la création d'emplois, sur le développement d'une offre de services et une offre
de biens qui est circulaire sur le marché, parce que c'est une vraie interrogation aussi des acheteurs, est-ce que l'offre existe? Et puis, c'est créer et partager de la connaissance en valorisant ces démarches exemplaires portées par les participants. Très rapidement, la première édition, c'est la slide suivante. Vous avez un panel assez varié. Vous voyez à travers les logos des structures que l'on a accompagnées. De façon concrète, les participants sont venus avec un projet d'achat ou quand même une première réflexion sur l'achat sur lequel ils souhaitaient travailler. Sur la durée de cet accompagnement, il y a 4 projets qui ont été intégralement menés selon les principes d'économie circulaire. Donc voilà, le programme il a vraiment servi de catalyseur pour impulser une démarche. L'édition qui, comme le disait Marine, s'est lancée hier, deuxième édition. Alors, elle se structure, on a souhaité aller encore plus loin dans l'accompagnement des acheteurs et au plus près de leurs besoins, ce qui fait qu'on a structuré la démarche autour de 2 parcours. Pour définir le parcours dans lequel les acheteurs s'engagent, il y a tout un diagnostic qui est fait avec eux sur l'état de la stratégie d'achat de leur structure. Tu peux passer à la slide suivante, Marie. Et voilà, donc on a 2 parcours. Un parcours activation, plus généraliste, un parcours accélération, où là on est avec des participants qui viennent avec un projet d'achat très précis. Et donc on va jalonner ces parcours de temps collectif, de temps individuel, c'est extrêmement important de pouvoir aussi les accompagner individuellement, et de temps sur des thématiques et des familles d'achat. La représentation aujourd'hui de l'édition 2, c'est la slide suivante, c'est un grand nombre d'acheteurs publics, on le voit, qui sont soit du territoire de la métropole, mais pas uniquement. On a su capter l'intérêt de collectivités hors territoire métropolitain, des structures publiques. Alors, il s'avère que la DAE était participante l'année dernière et l'est encore cette année. Donc, même au niveau de l'État, ils sont sensibles à des dispositifs d'accompagnement comme celui-ci. Les entreprises privées pour 23,5%, puis d'autres de différents profils. Et sur les fonctions, on voit qu'on a une vraie richesse de profils avec des chefs de projet, des acheteurs opérationnels, mais qui finalement ne représentent à peine 10%, des responsables d'achat, des juristes. Voilà. Donc, il y a une vraie richesse de profils et c'est extrêmement important. C'est ce qui fait partie vraiment des retours positifs des participants qu'on accompagne. Donc, un programme qui finalement qui est mixte et qui est aussi national. Hein, parce que la métropole de Paris est présente, mais finalement, il n'y a pas que... Il y a des acheteurs de tout le territoire. Et donc, c'est une démarche que l'on souhaite pouvoir poursuivre et que l'on souhaite surtout pouvoir pérenniser dans sa démarche. Voilà le retour d'expérience que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup Hortense pour ces exemples assez concrets, donc à la fois d'accompagnement d'acteurs et à la fois d'un projet particulier, en plus qui est fortement d'actualité et qui intéresse tout le monde, qui est ce projet olympique. Il y a certaines questions sur ce projet, notamment la capacité du coup du mobilier de ce projet olympique à intégrer des matières recyclées. Je sais que déjà les strapontins de la piscine sont en plastique recyclé, si je ne me trompe pas. Alors, dans les exemples que je vous ai présentés, vous avez vu, c'est sur la phase déconstruction des pollutions. Sur la phase construction, ça a été beaucoup plus difficile de défendre une approche économie circulaire sur les matériaux de construction. Alors, pour autant, l'utilisation du réemploi comme facteur d'innovation est présente dans le projet. Et comme tu l'as dit, Marine, oui, il s'avère que tous les strapontins du centre aquatique sont des strapontins conçus avec un écomatériau qui est issu du recyclage de bouteilles plastiques.
C'est une entreprise du territoire implantée sur le territoire de pleine commune qui propose effectivement ce matériau éco-conçu qui prend la forme en fait de plaques et dont l'usage est extrêmement divers. Il est à ce jour très développé, très utilisé dans tout ce qui est agencement commercial et architecture. Mais là, il s'est avéré qu'il y a eu cette proposition de mouler ces plaques pour en faire les strapontins, les sièges du centre aquatique olympique. Et alors, ce qu'on tend à mettre en œuvre maintenant, c'est que c'est l'origine de la matière et on est en train de structurer que ce soit une collecte uniquement sur le territoire métropolitain avec un dispositif de collecte dans les écoles. Voilà. Et aussi un enjeu de sensibilisation. C'est vraiment un projet assez complet. Il y a donc beaucoup de questions, comme je vous l'ai dit. On a répondu à peu près à tous. C'est vrai qu'il y a un flot assez important, mais voilà, beaucoup de questions. Par exemple, sur l'indice de réparabilité qui vient de sortir. Alors, le décret et le décret d'application a été publié en fin d'année dernière. Donc, c'est quelque chose d'assez récent avec certaines catégories de produits ciblés. On parle beaucoup du décret d'application sur l'obligation des acheteurs publics à intégrer des matériaux de réemploi et de matières recyclées. Comme on vous l'a dit, il sera publié normalement dans les prochains jours, prochaines heures. En tout cas, il est normalement, la publication est imminente selon le ministère, selon ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de questions sur les labels. Sur les labels, vous pouvez retrouver notamment les guides de l'ADEME sur, par exemple, les 100 labels environnementaux recommandés par l'ADEME ou alors comment il y a un guide qui s'appelle La jungle des labels. Je n'ai pas le titre exact, mais voilà, ça permet un petit peu d'avoir un aperçu de ce qui existe en fonction, bien sûr, du besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de label économie circulaire en tant que tel. C'est très large et ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Est-ce que c'est plutôt une dimension réparabilité, une dimension recyclée, une dimension produits biosourcés, etc. Donc, ça dépend vraiment du besoin, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà, il y a encore beaucoup de questions. Là, je n'ai pas tout en tête, mais ces réponses-là, donc on a fait des réponses un petit peu à chaque personne. On vous fera un document avec les questions-réponses qui ont eu lieu dans le chat pour vous permettre d'avoir aussi les questions et les réponses aux autres intervenants. Voilà, pour avoir un petit peu une vision globale des questions. Donc voilà, c'était ce format court qu'on a décidé d'avoir. On a fait ça aussi en fin de journée pour avoir toutes les personnes de l'outre-mer qui, en début de journée, ne pouvaient pas assister à nos webinaires. Donc voilà, on a alterné, on a pris cette option. N'hésitez pas vraiment à nous faire des retours aussi sur le format, etc. En tout cas, il y a un intérêt assez important pour ces questions-là, essayer d'être pédagogique. Alors aujourd'hui, c'était un sujet qui était quand même assez technique. Merci en tout cas de l'intérêt que vous avez porté à cette question-là en cette soirée. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été motivés pour nous avoir suivis. Et merci beaucoup. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et puis, on vous enverra donc vous pourrez revoir le webinaire en rediffusion. La présentation, le support de présentation sera diffusé sur notre site internet. Et puis, vous aurez aussi toutes les questions-réponses sur un document pour avoir toutes les informations qui ont été échangées. Voilà, merci beaucoup à tous et merci encore une fois aux intervenants vraiment pour la richesse de ces échanges et ça mériterait d'en débattre encore beaucoup plus longtemps. Voilà. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous, au revoir.